Chapitre 3. Meyer, un Superman de la vente, un caractériel de l'automobile à qui on pouvait faire entièrement confiance quant à l'achat d'une de ses voitures, et ça, Magro en avait fait l'expérience plus d'une fois, mais attention, l'homme ne plaisantait pas, c'était une Boleto, ou rien d'autre. Le vendeur serra vigoureusement la main de ce visiteur qu'il avait visiblement plaisir à revoir, tout en jetant un regard soupçonneux sur la tache jaunâtre qui ornait son pantalon. Après quelques explications marmonnées au sujet de la souillure, Magro entama la discussion sur le sujet qui l'intéressait, en prenant soin d'éviter les questions insidieuses. Ce qu'il attendait du spécialiste en la matière, c'est une liste complète et détaillée de ces heureux acheteurs qui avaient opté pour cette marque. Après avoir raconté ses déboires familiaux, Meyer s'installa devant son ordinateur, entra les données nécessaires, puis lui proposa de faire un tour sur l'aire d'exposition en attendant le déroulement des opérations informatiques, ce qui était aussi un prétexte pour lui faire admirer ses derniers modèles et peut-être l'inciter à faire un nouvel achat, mais il n'en avait cure car il savait qu'avec un bon entretien, il était inutile de changer chaque année ce genre de véhicule, et pour preuve, il pensait à la sienne. Après avoir tapé avec ses doigts de fée sur le clavier, le garagiste enfonça une dernière touche avec un sourire qui en disait long sur la maîtrise de l'engin, et l'imprimante cracha quelques pages qu'il tendit à Magro qui s'empressa de les consulter. Les noms, adresses et professions étaient clairement indiqués, ce qui lui permit de constater la diversité de couches sociales qui possédaient une Boleto. On pouvait y lire médecin, avocat, mais aussi boulanger ou coiffeur, et même un chômeur avait fait des sacrifices pour pouvoir rouler dans ce genre de bagnole. C'est pas beau ça? Arrivé à la 3e page, un détail attira son attention. La mention annulée avait été apposée au tampon, cachant partiellement le nom et les coordonnées de l'intéressé, et c'est le vendeur toujours souriant qui vint à son secours, exhibant un double du feuillet sur lequel apparaissaient lisiblement les inscriptions demandées. Annulé pourquoi? Ça cachait quelque chose de pas net, mais le petit malin de Meyer, voyant son désarroi, lui proposa de vive voix quelques détails supplémentaires qu'il avait glanés lors d'un repas bien arrosé avec ce chaland. Cet acheteur, Monsieur Jasper qu'il s'appelait, un gars bien sympa à qui il avait fait une faveur en lui livrant un véhicule rapidement, même que ce dernier n'avait pu payer que la somme minimum, mais que n'aurait-il pas fait pour un amateur de Boleto? Seulement, voilà, le gaillard était revenu rendre la voiture un mois à peine, prétextant ne plus pouvoir régler le reste de la facture, ce qui n'affecta pas Meyer, un gars super cool, mais un peu trop confiant, et c'est en allant chercher le véhicule sur le parking que son visage changea de couleur. L'extérieur avait l'air ok, mais dedans il manquait la radio, le lecteur de CD, et dans le coffre, il n'y avait plus de roue de secours ni de cric. Un salopard, ce Jasper, pensa-t-il avec une moue de dégoût, en espérant que Magro le retrouve au plus vite et qu'on l'amène ici pour que l'on s'occupe de sa petite santé, et, c'est avec les remerciements d'usage, que le privé quitta le garagiste en lui promettant de lui amener le voleur dès qu'il l'aura appalgué, et tout en grignotant le hot dog qu'il venait de s'offrir chez un marchand ambulant, il se creusait la tête au sujet du nom de Jasper. Quand un atchoum tonitruant venait de résonner, la faute à la moutarde qui venait de faire son effet non seulement dans son nez, mais aussi dans son subconscient, et subitement les souvenirs firent leurs apparitions. Merci Dijon. Tout en s'essuyant les doigts avant de se gratter le naze, il eut un éclair, et pas au chocolat. Jasper,
mais c'est bien sûr, ce nom lui disait quelque chose, et il se souvint de cet immigré, Ludovic Jasperic, venu en France avec sa mère et qui avait raccourci son nom pour des raisons personnelles qu'il disait, mais Magro se rappelle de cette vaste opération policière, visant une secte menée par un gourou fanatique qui faisait des intronisations dans les lieux publics, les garages et autres endroits, afin de promouvoir une certaine marque de voiture qui n'avait rien à voir avec la sienne. Chapitre 4. Elena. Et si j'allais voir sa mère, se dit Magro, tout en feuilletant un bottin de téléphone, l'index humidifié à la moutarde, afin de retrouver ladite maman, puisqu'elle avait le même nom que son rejeton. Jaespa. Jaspier. A. Jasperic, Elena, rue du Pont-sous-l'Eau, 14, ça doit mouiller pensa-t-il, bref, en route pour l'adresse précitée et cette fois-ci, à pied, ce n'est pas très loin, et un peu d'exercice fera digérer le chien chaud. Arrivé à destination, Magro scruta la bâtisse, architecture simple, sans chichi, 2 fenêtres au premier et un perron qui lui tendait les bras. Toc toc. Puis la porte s'ouvrit dévoilant Elena, une femme d'un certain âge, oui, mais avec de beaux restes. Bonjour, c'est pourquoi. Le prenant pour un colporteur, Magro s'empressa de se présenter comme un ami de son fils avec lequel il avait fait l'apprentissage de mécano jadis, et comme ça faisait une paye qu'il ne l'avait vu, il aurait été volontiers éclusé un godet au bistrot du coin afin de refaire le monde. Ah, son Ludo. Ça fait 2 jours qu'il n'était pas rentré à la maison et flairant l'opportunité de glaner quelques informations au sujet de son fiston, la mamie invita le privé à entrer dans la demeure afin d'y boire un jus, et de creuser un peu plus la conversation. Magro la suivit, tout en prenant soin de reluquer les jambes galbées de cette mature, qui avait dû faire, pensa-t-il, de la danse dans sa jeunesse et pas que du tango. Puis après 2 verres de bourbon ingurgités, elle fit part de ses craintes au sujet de son fils qui fréquentait depuis pas mal de temps une équipe de loupards garagistes qui l'entraînait dans de folles nuits trop bien arrosées, mais ce qui la turlupinait le plus, c'est la visite il y a 2 jours d'un gaillard hors norme qu'il vaut mieux rencontrer le jour que la nuit. Un colosse, affublé d'un long manteau noir, grand chapeau assorti, silhouette difforme que même Dracula en aurait eu la trouille. Celui-là, elle ne l'invita pas à entrer, et après l'avoir informé que le Ludo qu'il recherchait n'était pas dans les parages, le Quasimodo d'opérette tourna les talons et s'en alla d'un pas hésitant, s'appuyant sur un morceau de bois en forme de canne qu'il avait dû trouver dans une décharge. Sa curiosité prenant le dessus, elle n'avait pu s'empêcher de guigner à travers les persiennes. Et que ne fut pas sa surprise de voir l'individu monter dans une superbe bagnole, qui ressemblait curieusement à la Boletto, que le Ludo s'était procuré, on ne sait comment, il y a environ 2 semaines, et elle ajouta que le véhicule en question avait dû avoir un accrochage car l'avant gauche était légèrement bosselé, ce qui fit bondir Magro de sa chaise, car pour lui, la moindre petite rayure sur la carrosserie d'un véhicule de cet acabit s'apparentait à un crime de lèse-majesté. Puis il lui demanda si elle avait une photo afin de voir à quoi ressemblait le gamin, ce qu'elle fit immédiatement, en plongeant la main dans son corsage et en ressortit du soutien-gorge, côté gauche, celui du cœur, un morceau de carton humide, qu'elle lui tendit et sur lequel on pouvait voir Junior, trônant fièrement, l'air goguenard, devant une belle limousine qu'il n'eut pas de peine à identifier comme étant une Boletto. Peut-être pas le dernier modèle mais toujours aussi attractive. Éclusant le 3e verre de scotch, le privé lui promit d'œuvrer au maximum afin de retrouver son fils, et avec son manque de tact récurrent il ajouta, vivant de préférence, puis il prit congé d'Elena qui lui expliqua, les sanglots dans la voix,
que son mari avait rendu l'âme il y a 2 mois, en changeant l'ampoule du salon, et que maintenant elle faisait partie du clan des veuves, ajoutant en soupirant, « C'est la vie », tout en lui lançant un méchant clin d'œil. Chapitre 5. Pablo. Cheminant le long du canal en direction de son véhicule, Magro gambergeait sur les jambes de la maman, puis chassa les mauvaises idées qui s'étaient installées dans sa tête pour se concentrer sur les indices qu'il avait glanés. Il fallait remettre tout ça dans l'ordre et le mieux c'était de retourner à son bureau, mais comme il avait un petit creux, il décida de faire un stop chez Pablo, dit Pablo le Rital, pour se payer une pizza. Arrivant près de sa voiture, il eut un juron qu'on pourrait assimiler à des maisons closes. Une mouette s'était permis de lui envoyer par les airs un échantillon de guano, qu'il s'empressa de nettoyer avec un Kleenex tout en éructant des mots d'oiseaux, ce qui n'affecta pas le volatile qui devait bien se marrer. Le mobil-home transformé en cuisine trônait au bas de la Grand-Rue, dans un coin retiré à l'abri des regards. Pablo n'ayant pas de licence, il valait mieux se faire discret. L'accueil du pizzaiolo fut chaleureux et sonordin. Amigo, come va la vita? Et avant de parler bouffe, l'Italien passa en revue les hauts et les bas de sa vie de famille, ses enfants, sa femme, ses maîtresses et tout le reste que Magro connaissait depuis des lustres, puis il lança la commande d'un claquement sec, 4 saisons avec beaucoup d'anchois, prego. Pablo s'exécuta en arrachant un peu de pâte, qu'il transforma en une boule qu'il jeta avec toutes ses forces sur la planche de bois, extirpée d'une palette trouvée dans un chantier, puis lui envoya quelques baffes afin de l'aplatir au max, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme désirée. Comme il lui restait quelques relents de jonglage, suite à la saison qu'il avait passée dans le cirque des frères Larito, il entreprit d'en faire profiter Magro, et la rondelle commença à voler dans les airs, mais c'est au moment où il voulut la faire tournoyer sur un doigt comme il avait vu faire à la télé, que la patte qui avait ramolli, lui tomba sur le visage, ce qui lui donna une ressemblance avec Elephant Man. Les ingrédients ajoutés et le tout réajusté, il l'enfourna et s'en alla voir en face dans la vitrine du marchand de télé si le PSG avait marqué. Voyant qu'il commençait à taper du pied, il emballa la rondelle, salua le privé qui tout en s'éloignant jeta un regard furtif sur l'engin à 4 roues où on pouvait déchiffrer l'inscription « Boleto ». Encore un coup de ce satané Meyer, le garagiste avait réussi à lui fourguer cette vieillerie qui roulait encore à merveille, et quand on a un véhicule de cette marque, on envoie les pannes dans le cosmos. Arrivé à son bureau, il parqua sa voiture dans la case réservée pour sa pomme, contrôla encore si la souillure larguée par la bébête volante avait disparu, s'engouffra dans son office puis se laissa choir dans le fauteuil qu'il avait récupéré au marché aux puces il y a belle lurette. La pizza déballée, il commença à grignoter les bords comme apéritif s'octroyant le meilleur pour la suite, quand soudain, la tache jaune, souvenir de la défunte Gelati, venait de faire connaissance avec une rondelle de tomate directement éjectée du gâteau italien, ce qui le poussa à grommeler quelques jurons. Les nettoyages d'usage étant réglés, il s'essuya les doigts sur les accoudoirs puis s'enfonça un peu plus dans le fauteuil, histoire d'amorcer une sieste méritée, mais une petite cellule de son cerveau le taquinait au sujet de son enquête. Bien que somnolent, il scrutait le mur où était postée la danseuse du ventre tout en essayant de réorganiser le puzzle glané ces dernières heures. Son regard allait de droite à gauche cherchant l'indice quand celui-ci vint à lui. À droite, des photos de malfrats coffrées par ses soins, cachées par le meuble supportant la machine à café, à peine visible, une coupure de journal pendait lamentablement au risque de finir dans le bac en plastique où surnageaient quelques poissons que, Joseph, le poivreau du dessus, lui avait gentiment demandé de prendre en pension, le temps d'aller passer quelques jours derrière les barreaux, motif, désordre sur la voie publique. Décollé du mur,
puis étalé sur le bureau qui avait été nettoyé d'un revers de la main, envoyant le reste de poivron au diable. La relique devait révéler ses secrets, mais pour cela il fallait encore éliminer les moucherons qui avaient élu domicile sur quelques articles, ainsi que les taches de café, masquant les gros titres. Il s'attacha à la tâche, et petit à petit il commençait à déchiffrer quelques lettres et chiffres, puis le gros du labeur terminé, il y vit un peu plus clair, quand d'un coup, un éclair, digne de la foudre, s'abattit sur le privé qui en vit 36 chandelles. Chapitre 6. Le Caballeros. En haut de la page, on pouvait lire en gras, « Fermeture définitive du Caballeros, une grande discothèque, au lieu de la jeunesse huppée que Magro aurait bien voulu fréquenter, mais le jour où il essaya d'y mettre les pieds, accompagné de son pote Arthur, le portier, baraqué comme un Duranton, de la belle époque, leur refusa l'entrée sous prétexte d'âge minimum, ce qui mit Arthur tellement en rogne qu'il urina sur la première voiture à sa portée, sans s'apercevoir qu'il avait affaire à une Boletto, et en plus celle du Cerbère qui en 2 temps 3 mouvements lui fit une tête comme un melon, ce qui l'a stigmatisé à vie, puisqu'après cet incident, il décida que dorénavant, son seul moyen de locomotion serait une Deutsch. La discothèque ayant fermé ses portes, Magro se souvint que le site était resté à l'abandon quelques années, servant d'aire de jeu, et même plus aux gamins du coin jusqu'au jour où des kidams, débarqués dont on ne sait d'où, s'intéressèrent à cet endroit qui, il faut le dire, était très bien situé, ni trop près, ni trop loin des agglomérations, et après quelques séances bien arrosées, la municipalité avait donné son feu vert pour des transformations, sans oublier de leur faire signer un contrat de location dont le montant, sûrement honorable, ne fut jamais divulgué. Les nouveaux arrivants s'empressèrent d'attaquer les travaux, et comme ils avaient mis de la sueur à la tâche, la bâtisse changea de look après quelques mois, et devint un lieu de pèlerinage pour certains citoyens qui prétendaient que cela faisait partie du patrimoine, vu que leurs impôts avaient curieusement grossi. Magro n'étant pas en reste, lui aussi y était allé faire un tour tout en restant à une certaine distance, car, il faut dire qu'avec ses murs d'un noir charbon et les miradors qui ne servaient pas seulement de refuge aux pigeons, ce bâtiment gommait l'envie de s'approcher pour aller frapper à la porte blindée qui servait d'entrée. La seule chose que l'on pouvait percevoir, même de loin, c'est quelques bribes de musique mais surtout des bruits de moteurs, beaucoup de bruit donc apparemment beaucoup de moteurs. Curieux? Non. Le privé, toujours vautré dans ce qui lui servait de fauteuil, réfléchissait tout en essayant de décrocher un morceau de mozzarella qui était venu se faufiler entre 2 molaires, puis, d'un commun accord avec lui-même, ce qui est plus facile, il décida d'aller scruter un peu du côté de l'ex-Caballeros, et comme il valait mieux prendre des précautions, il ouvrit le tiroir du bas et contempla le Smith & Wesson 22 LR qui trônait entre une plaque de beurre et un tube de Cénovi. Chassant l'idée de se faire une tartine, il empoigna le flingue qu'il avait acheté pour une bouchée de pain à un Gugus qui croyait que c'était un pistolet à eau, et que ce serait un beau cadeau pour son fils, puis après avoir trouvé au milieu des emballages de McDo, le holster qui faisait la paire, Magro planqua le tout sous son aisselle humide, la discrétion étant de mise vu qu'on lui avait refusé le port d'armes suite à la bavure citée plus haut. Tout en cheminant, en direction de sa caisse, quelque chose le tracassait encore, il fallait se faire discret, car dans le bunker, les tours de garde pouvaient bien être occupées par des guetteurs scrutant l'horizon. Tout en réfléchissant à une solution, la réponse arriva immédiatement au moment où il passait devant la boucherie, Albert.
La meilleure façon de passer inaperçu, c'était de promener un chien et comme il n'en avait pas, et que le boucher en avait récupéré un le mois passé au chenil du sigle, A.C.D. Traduction, Association des chiens déserteurs, le moment était venu de lui solliciter une aide, car le privé grand amateur de viande, était sûrement un de ses meilleurs clients. Chapitre 7. Albert et Ducon. Albert, le visage rougeau qui sent bon le pinard, sosie du défunt, la boule, du fort à Boyard, une force de la nature qui avait été élu premier dépeceur de viande dans les abattoirs de la ville, mais c'est grâce à quelques numéros bien placés au tiercé, qu'il gagna un bon pactole utilisé illico pour se payer cette arcade qui avait servi jadis de salon lavoir. Voyant Magro passer la porte de sa boutique, il lui lança d'un ton moqueur tout en pointant son index en direction de la limousine parquée juste devant. « Salut camarade, la bagnole, ça roule ?» Ce ne fut pas une surprise vu que le gars qui avait pu se payer l'un des derniers modèles de la marque, Boletto, commençait à avoir la tête qui enflait. Évidemment, avec un commerce à bidoche, il gagnait sûrement mieux sa vie que le privé, mais ce dernier, bien qu'un peu jaloux, préférait son métier de limier, plutôt que de découper des côtelettes à longueur de journée. Magro lui expliquant le but de sa visite, le dénommé Albert trouva que c'était une excellente idée de voir son chien prendre un peu l'air, plutôt que de rester coincé entre deux caisses de pinard en attendant patiemment qu'un cervelas chute de l'étal, et que même s'il ne le ramenait pas, il ne s'en porterait pas plus mal, puis à la suite d'un sifflement strident, il hurla la formule suivante. « Ducon, au pied !» Immédiatement, une boule noire surgit de l'arrière-boutique, et la queue branlante se dirigea directement vers le privé, lui renifla ses chaussures, puis s'attaqua de suite à sa jambe, qu'il confondit avec une femelle rencontrée jadis. Le boucher, voyant les mauvaises manières récurrentes du kleps lui ajusta un coup de pied juste au bon endroit et le canidé, déguerpi, tout en couinant, se réfugiait dans un coin du magasin. Voyant l'étonnement de son visiteur au sujet du pseudonyme, Albert, attaqua les explications d'usage au sujet de l'animal qui était dit-il d'un naturel fugueur, et que, quand il l'avait ramené dans son échoppe, Ducon avait eu tellement peur de finir en saucisse qu'il avait disparu comme l'éclair pendant 3 jours, et qu'il avait fallu toutes les ruses, agrémentées d'un peu de viande, pour le faire réintégrer la maison. Après avoir pris les accessoires indispensables, la laisse, et un os en plastique, les deux hommes se serrèrent la main, celle du boucher écrasant l'autre, et, Magro, les phalanges en compote, cogitant sur la force du gars, s'en alla, K.A., accompagné du toutou qui n'arrêtait pas de sauter comme un jeune chiot en essayant de lui choper la main. Le duo arrivant près de la voiture, le privé s'octroya un moment de réflexion. Était-il prudent de laisser l'animal dans un habitacle que les designers de la marque avaient conçu d'une telle beauté, intérieur cuir de couleur crème, agrémenté d'une légère touche bleutée, qu'on se serait cru dans un yacht? La réponse sûrement pas, et il opta pour une autre solution, ouvrit le coffre et ordonna au canidé de sauter dedans, mais que demander à un chien qui devait avoir un certain âge, alors il le prit à bras le corps, le posa délicatement à côté de la roue de secours et referma le coffre qu'il dut rouvrir illico presto. Parce qu'il poussait de tels hurlements plaintifs que ça risquait d'ameuter le voisinage et qu'on le prendrait pour un bourreau de chien. Un autre stratagème qui consistait à prendre les 2 couvertures utilisées normalement pour le pique-nique du dimanche avec sa nièce, Julie, et de les étaler sur le siège arrière, ce qui fut fait sur le champ, et là, comme par enchantement, Ducon s'élança et atterrit sur la couette qui sentait bon le bâton de berger de chez Justin.
Quelques minutes de route au son de Led Zepp, et les deux compères arrivèrent au lieu-dit où une fois la voiture garée à distance, Magro fit descendre, Ducon, lui passa la laisse et d'un pas de promeneur tout en sifflotant un air de jazz, il avança prudemment en direction de l'édifice qui selon quelques rumeurs citadines, se prénommait, chapitre 8. La firme. Le privé décida de commencer la promenade à la hauteur de la porte d'entrée et de faire le tour du site pour revenir au même endroit, ce qui devait prendre environ une demi-heure, mais ce fut en réalité 1 heure, les fréquents arrêts pipi du clébard ayant retardé la marche. De retour au point de départ sans avoir glané quelques indices à part de légers bruits de moteur, Magro cherchait une astuce pour guigner à l'intérieur quand le bruit d'un penne qu'on déverrouille le fit sursauter. La porte venait de s'ouvrir laissant apparaître un gaillard à la carrure de catcheur qui faisait mine de lasser ses chaussures tout en lançant un regard furtif aux visiteurs. Le privé tenta, sans succès, de jeter un œil de l'autre côté mais le gars avait déjà refermé l'entrée. La situation devenait tendue et bien que de sentir son Smith & Wesson qui transpirait sous son aisselle le rassurait, il était peut-être plus prudent de demander quelques renforts, et, après avoir éjecté les taches de sauce barbecue qui souillaient les touches de son portable, il appuya sur le numéro 0, qu'il avait programmé pour un appel direct en cas de pépin. Au bout du fil, une voix de baryton lança « Allô, ici Centrale Police, bonjour. » Et Magro n'eut pas de peine à reconnaître le timbre vocal du dénommé Edouard, dit Eddie, pour les intimes, un flic intègre qui n'acceptait pas les pourboires en dessous de 100 francs. Après avoir eu un énoncé du topo de la situation, l'agent de piquet trouva que c'était une excellente idée et vu que l'obtention d'un mandat de perquisition prendrait trop de temps, il allait envoyer une petite escorte pour l'épauler, mais comme ce n'était pas officiel, ça devait rester entre eux, et ajouta avec une pointe d'ironie, qu'il faisait ça exceptionnellement, en espérant trouver une bricole sur son bureau dans les prochains jours. Puis, avant de conclure, il grommela d'un ton maussade, pourquoi était-il toujours de service le jour où sa femme devait aller chez son masseur préféré? Comme la conversation s'éternisait et qu'il ne voulait pas lui raccrocher au nez, Magro usa un de ces stratagèmes qui consiste à gratter avec l'ongle le micro du téléphone tout en prononçant avec la main devant la bouche des mots du style. Réseau, pas bon, réseau, pas bon. En attendant l'arrivée de son appui, il décida de faire une pause, et avisant un gros caillou qui était arrivé là, on ne sait comment mais au bon endroit pour y poser son popotin, il alluma une cibiche en attendant la suite des événements. Après avoir fumé un demi-paquet de gauloises, il commençait à s'assoupir quand le bruit du penne qui s'active le fit glisser du roc atterrissant sur Ducon, qui, croyant à une forme d'amitié, lui léchait copieusement le visage. En se retournant, il constata que la porte était grande ouverte et que le gorille de service était toujours là, mais accompagné d'un petit homme chauve, affublé d'une paire de lunettes probablement adaptées pour une myopie sévère. Comme le binoclard faisait de grands moulinets avec ses bras vers l'intérieur, Magro s'approcha prudemment du bonhomme, qui, avec un sourire éclatant, les invita à entrer et tout en pointant son doigt dans le dos du privé ajouta. « Et vous aussi ?» Curieux de savoir à qui s'adressait cette invitation, le privé se retourna et se mordit les lèvres. Le tableau était saisissant. Eddie n'avait pas fait dans la dentelle, 2 cars remplis de flics casqués et armés jusqu'aux dents qu'on utilise d'habitude pour des prises d'otages étaient parqués non loin, prêts à agir. Voyant qu'ils étaient les bienvenus, tout en pensant qu'ils allaient boire des verres à l'œil, ils s'approchèrent jusqu'à l'entrée, mais le petit homme, Jean,
qu'il disait s'appeler, les informa qu'ils allaient assister à un événement, exceptionnel et pacifique et qu'il était impératif de laisser les armes dehors et même Magro qui pensait entrer incognito, dut subir le palpage intensif du portier qui avec un sourire édenté, tenait entre son pouce et l'index un revolver dégoulinant. Les animaux étaient également interdits et le chien dut rester au pied du malabar de service, ce qui ne ravit ni l'un ni l'autre. Suite, chapitre 9, et fin.